Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, le débat avec les personnalités qui font l'actualité. Tout de suite, les titres. Depuis un an et demi, l'Union européenne et les États-Unis planchent sur un accord relatif à l'élimination des barrières commerciales afin de booster leur économie. Et pour certains, le temps presse. Les désaccords politiques internes empêchent les deux plus grands partenaires commerciaux au monde de signer cet accord, alors que rien ne les empêche de signer des accords avec l'Asie et autres. Attention, prévient l'Italie, la fenêtre d'opportunité pour conclure cet accord se refermera fin 2015. Plus question d'évoquer ce dossier sensible une fois lancée la campagne électorale pour la présidentielle américaine. Parmi les points de blocage, faut-il ou non inclure dans les négociations les OGM, la régulation financière ou encore les exportations maritimes et énergétiques. Connecté avec nous depuis le Parlement européen de Bruxelles pour parler de TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Arnaldo Abruzini, le secrétaire général de l'association Eurochambre qui représente 1700 chambres de commerce à travers l'Europe. Pour lui, cet accord est la priorité de l'agenda commercial de l'UE. Magda Stokiewicz, directrice des Amis de la Terre Europe, elle met en garde contre la signature d'un accord commercial potentiellement toxique. Et Denis Redonné de la Direction générale commerce de la Commission européenne, il est l'un des négociateurs officiels pour le TTIP. Question pour vous tous, en commençant par Arnaldo, qui cet accord aidera-t-il réellement? Il y aura forcément des gagnants et des perdants, et vous les connaissez sûrement. Nous parlons ici du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou TTIP comme certains l'appellent. Alors, qui seront les grands gagnants et les perdants du TTIP? S'il ne devait y avoir qu'une catégorie de gagnants dans cet accord entre Européens et Américains, alors ce seraient les petites et moyennes entreprises. Ce sont elles qui ont besoin de soutien pour accroître leur capacité d'exportation et d'investissement sur ces deux marchés. Il y a pourtant cette pétition signée par plus d'1 million de personnes qui sont contre cet accord. Magda, qui selon vous sortira gagnant et perdant dans cette affaire? Les gens ont toutes les raisons d'être mécontents avec ces négociations parce qu'il y a beaucoup de points qui posent problème. Les grands perdants, ce seront évidemment les citoyens américains et européens. Leur santé, leur protection en tant que consommateurs et salariés, l'emploi ou encore l'environnement, tous ces sujets nous préoccupent. Et je ne partage pas l'opinion d'Arnaldo. Les PME n'ont rien à y gagner. Elles seront évincées du marché par les entreprises qui seront en mesure d'importer des produits des États-Unis vers l'Europe. Products from the US to Europe. Denis, y a-t-il un risque que les grosses entreprises écrasent les petites? Nous pensons que les entreprises comme les citoyens, les consommateurs ont quelque chose à gagner dans cet accord. Les citoyens, par exemple, bénéficieront d'un choix plus large et de prix plus bas. Les entreprises, elles, et pas seulement les plus grosses, mais aussi les plus petites, celles qui ne sont pas encore implantées sur ces marchés, eh bien, elles auront accès à toute une série d'informations, contrairement à aujourd'hui. Et cela concernera principalement le secteur des PME. D'accord, Denis. Une question pour vous maintenant, Arnaldo. La Commission européenne estime que la signature du TTIP pourrait booster notre PIB de 0,5%. Arnaldo, c'est réaliste selon vous? Oui, c'est réaliste. Mais ce qui est encore plus, à mon sens, c'est que nous allons aider un très grand nombre de petites entreprises à commercer outre-Atlantique et cela va profiter aux consommateurs. Nous profitons déjà des avantages d'une économie mondialisée avec des prix plus bas et de meilleurs produits. Ok Magda, voyez-vous les choses comme ça? Pas vraiment. Si l'on regarde les arguments avancés par les entreprises dans ces négociations, il apparaît très clairement qu'on parle de déréglementation, que l'on parle d'arrêter l'étiquetage des OGM ou encore de renoncer à l'approche proactive de l'Union européenne vis-à-vis de la protection de ses citoyens. Et nous craignons que tout cela ne prenne encore plus d'ampleur. D'accord, tout est question de compromis ici. Est-ce que cela implique des concessions en matière de réglementation? En Europe, elle est très stricte, contrairement aux États-Unis. Denis, votre avis? Non, nous avons besoin de trouver des compromis dans ces négociations commerciales afin de faciliter l'accès à nos marchés respectifs. Cela ne signifie pas que nous allons déréguler ou abaisser nos normes. Les régulateurs publics de part et d'autre de l'Atlantique agissent dans l'intérêt général et leur mandat n'est en rien différent dans le cadre du TTIP. Ok, prenons l'exemple de REACH, la liste européenne des produits chimiques potentiellement dangereux. On l'a dit beaucoup plus restrictive que la liste TASCA, son équivalent américain. Arnaldo, y aura-t-il des assouplissements ici?
La pire des choses pour une PME, c'est d'avoir à jongler avec deux réglementations différentes. Nous devons empêcher cela à tout prix. Dans le cas contraire, les PME supporteraient des coûts 2 fois supérieurs. D'accord, vous semblez donc favorable à une réglementation commune, mais... Je dirais plutôt une approche commune, pas une réglementation commune. Il existe de nombreux exemples qui montrent que deux autorités de régulation ont beau poursuivre le même but, elles peuvent avoir des approches différentes et donc opter pour des régulations différentes. D'accord, Magda, qu'en pensez-vous? Eh bien, ceci reste très théorique. Dans la pratique, les choses sont très différentes. REACH, c'est l'approche minimale en matière de classification des produits chimiques. La dernière fois qu'un produit chimique a été interdit aux États-Unis, c'était en 1991. À l'époque, l'Agence de protection de l'environnement américaine avait été poursuivie et avait perdu. Depuis, plus aucun produit chimique n'a été interdit, donc nous parlons ici de deux systèmes très différents. Ok, autre sujet sensible, je pense, celui des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Certains Européens craignent que ce soit la porte ouverte à l'arrivée dans les assiettes européennes d'aliments génétiquement modifiés. Mais ce serait peut-être une bonne chose, Denis? Non, ce ne serait pas une bonne chose. De toute façon, notre législation sur la sécurité alimentaire n'est pas négociable. Mais comment allez-vous réussir à signer ce traité commercial si vous n'êtes pas d'accord sur les points fondamentaux? Eh bien, il existe en effet des normes différentes en Europe et aux États-Unis, et ce pour différentes raisons. Parfois, nous poursuivons des objectifs différents. En pareil cas, il n'y aura pas de reconnaissance mutuelle, pas d'équivalence. Il y a d'autres cas, en revanche, où ces divergences réglementaires entre nous sont, pour ainsi dire, involontaires. Elles résultent simplement du fait que nos régulateurs ne collaborent pas encore. Et c'est sur cet aspect que nous voulons travailler. Ok, Arnaldo, pensez-vous qu'il existe une fenêtre d'opportunité pour cet accord? S'il est signé en 2015, très bien. Sinon, risque-t-on de perdre gros? Bien sûr qu'il y a des obstacles. Les campagnes électorales font toujours obstacle à la signature de ce type d'accord. En tout cas, une chose est sûre, si l'on veut que les générations futures bénéficient de nouvelles normes en matière de commerce et d'investissements internationaux, alors Européens et Américains doivent signer cet accord. Magda, doit-on continuer ou laisser tomber? Si on arrêtait tout, des accords bilatéraux pourraient être signés et l'Europe resterait alors à la traîne, non? Non, je ne suis pas d'accord. L'Union européenne a signé de nombreux accords commerciaux avec différents pays. Plusieurs de ses États membres ont eux-mêmes signé des accords avec les États-Unis. Ici, il s'agit de signer un traité totalement différent. Il n'est pas question de simples tarifs douaniers, mais de déréglementation, ou en tout cas de cohérence réglementaire. Et il est très facile de se tromper et de défaire tout ce que l'Europe a élaboré au cours des 20 ou 30 dernières années. Denis, la pression est forte. Nous avons une fenêtre d'opportunité maintenant. Encore aujourd'hui, nous sommes en mesure de travailler main dans la main et de faire que l'Europe et les États-Unis continuent à montrer le chemin en matière de normes internationales. Pour cela, nous devons progresser le plus possible en 2015 et la Commission européenne dispose du soutien unanime des États membres. Mais pensez-vous que cette fenêtre va se refermer à l'approche des élections américaines? Les échéances électorales compliquent toujours les négociations commerciales. À nous de faire le maximum et d'obtenir rapidement de bons résultats. Rapidement, une dernière question. On dit que les accords comme le TTIP vont contribuer à enterrer les négociations commerciales de Doha, destinées à libéraliser le commerce à l'échelle planétaire. Arnaldo, qu'en pensez-vous? Je pense que ce type d'accord commercial bilatéral a vu le jour parce que les négociations de Doha ont échoué. Et contrairement à Magda, j'estime qu'il ne faut pas jouer sur les peurs des gens. Soyons réalistes, c'est d'ailleurs tout l'enjeu du TTIP. Magda, est-ce que les pays en développement sont les laissés pour compte de ce traité? Non, pas du tout, parce que nous sommes pionniers dans plusieurs domaines technologiques comme l'environnement et je pense que l'Europe peut montrer la voie. Pour cela, elle doit transformer sa législation en accord avec une économie décarbonée. Mais ce n'est pas du tout avec cet accord que nous y arriverons. Cet accord sert les multinationales, les consommateurs et l'environnement ont beaucoup à perdre. Denis, un dernier mot, cela signifie-t-il que Doha est mort et que le monde en développement est en danger? Nous voulons que les négociations de Doha menées sous l'égide de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, fonctionnent. Nous souhaitons également aller de l'avant avec les États-Unis. Nous pouvons progresser et même dépasser ce qui est négocié dans le cadre de l'OMC et faire profiter l'OMC de nos avancées. Denis, merci beaucoup, merci à vous tous. Désolé, mais nous sommes à court de temps. Je voudrais remercier nos invités, Arnaldo Abruzini, Magda Stoshkiewicz et Denis Redonné. C'était Chris Burns, à bientôt et merci d'avoir suivi The Network.